Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'exercices sur les exercices de mécanique vibratoire à un degré de liberté. Donc, dans cette vidéo, nous allons essayer de vous proposer en fait la correction de l'exercice numéro 2. Là, nous avons deux arbres qui sont couplés, en torsion en fait, qui sont couplés par un engrainement. Vous avez un engrainement à ce niveau. Donc, vous avez le rapport N. Donc, le rapport N. Les arbres tournent à des vitesses constantes. Alors, on suppose un couple qui en fait qui est appliqué au niveau de ces disques qu'on peut accrocher, approcher s'il vous plaît, à cette fonction. Je m'excuse. À la fonction T3 égale à T cosinus oméga T. Alors, vous avez par exemple à ce niveau, vous avez ce disque. Donc, vous avez un moment ici d'inertie I1 pour le disque 1,1. Vous avez en fait l'arbre ici en fait qui est représenté par K1 ici. K1 ici en fait c'est le coefficient en fait ou de torsion. De torsion ici. Souvent on le note KT. Également ici c'est pour cet arbre, vous avez I2, le moment d'inertie, et là vous avez le moment T3 ici. Donc la première des questions en fait c'est de trouver l'énergie cinétique et potentielle en fait de ce système. Donc nous allons commencer en fait par l'énergie cinétique de ce système. Alors l'exercice numéro 2. Alors pour l'énergie cinétique du système. Donc là en fait nous avons des arbres qui sont en rotation. Donc lorsque en fait vous avez des systèmes en fait qui sont en translation, l'énergie cinétique elle est écrite en fait sous la forme 1/2 mx point au carré. Lorsque vous avez des systèmes en fait qui sont en rotation, en ce moment l'énergie cinétique c'est 1/2 fois I fois θ point au carré. Donc voici les formules ici. Ici nous avons en fait des rotations, alors nous allons utiliser en fait ce deuxième formule. Alors l'énergie cinétique ici va être égale à quoi? Vous avez ici trois arbres. Vous avez en fait des disques ici qui sont trois disques ici qui sont en rotation. Ça va être égal à quoi? I1 ici fois donc 1/2 I1 fois θ1 point au carré fois I2 et puis pareil également. Donc l'énergie cinétique ici ça va être 1/2 I1 θ1 point carré plus 1/2 I2 θ2 point carré plus 1/2 I3 θ point 3 au carré. Alors, voici l'énergie cinétique de notre système. Alors, maintenant, nous allons en fait définir les énergies potentielles du système. Alors, on revient ici. Pour l'énergie potentielle du système, alors ici, je tiens à faire une petite précision. L'énergie potentielle du système, si nous avons en fait des ressorts, des ressorts en fait qui peuvent en fait s'étirer ou bien se comprimer. Alors, l'énergie potentielle en fait de ce ressort, par exemple, ici c'est K1, c'est 1/2 K1 multiplié en fait par la déformation en fait que va subir en fait le ressort, peu par X au carré. X c'est la déformation que va subir en fait le ressort. Mais ça c'est en fait dans le cas en fait des ressorts. Je prends par exemple un exemple où un ressort à l'instant initial, elle se trouve là, et à un instant T, il se trouve maintenant à cette position. Donc, supposons que ici c'est fixe, ça aussi c'est fixe. Donc là, en fait, ça c'est la déformation en fait du ressort. Alors, l'énergie potentielle de ce ressort, ça va être 1/2. Si par exemple c'est X, K1 fois X au carré. Donc, voici l'énergie potentielle de ce ressort. Maintenant, lorsque vous avez en fait un arbre en fait qui est en torsion, lorsque vous êtes dans le cas de torsion, là c'est différent. Donc, en ce moment, l'énergie potentielle en fait va être égale à quoi? C'est seulement 1/2 K, souvent c'est KT, ou bien c'est K multiplié en fait par θ en fait, θ au carré. Donc ça c'est le cas en fait lorsque vous êtes en torsion.
Maintenant, je prends un autre exemple pour ce premier cas. Pour ce premier cas, lorsque vous avez, par exemple, un système, je prends par exemple ici la position d'équilibre, comme ça. Ensuite, vous avez un ressort ici. Bon, ça en fait, c'est le ressort. Là, par exemple, c'est fixe à ce niveau. Ou bien il peut roter. Bon, liaison pivot à ce niveau en fait. Et là, à un instant T, on se trouve par exemple ici. Ça, c'est l'horizontal. Bon, là, c'est pivot. On se trouve ici. Comme ça, le ressort. Alors là. Alors, supposons que ici, par exemple, cette distance, c'est L. Alors ici, quelle est la déformation en fait du ressort? La déformation du ressort, en fait, sa position initiale, elle était où? Sa position initiale, elle était ici. Donc la position finale, c'est ici. Donc la déformation du ressort, c'est cette distance. Et cette distance, c'est quoi? Si on a un angle θ ici, donc ça va être L sinus θ ou bien L θ si nous sommes en fait dans le cas des faibles déformations. En ce moment, l'énergie potentielle du système va être égale à quoi? C'est 1/2 multiplié par le K toujours. Par exemple, si c'est K, le mètre K, multiplié en fait par la déformation. La déformation, c'est L θ au carré, la déformation au carré. Donc, si vous êtes ici, c'est X, vous allez mettre X au carré. Donc, si c'est L θ, vous allez mettre L θ au carré. Donc, c'est ça, l'énergie potentielle du système. Mais lorsque vous êtes dans le cas de torsion, alors voici en fait la formule que vous allez utiliser. C'est 1/2 K T multiplié en fait par θ au carré. Alors aussi, il faut faire la différence ici, le K qu'on utilise ici, l'unité en fait, le K, je dis le K, l'unité du K ici, c'est Newton par mètre. Par contre, l'unité en fait de kT, c'est Newton mètre par radian. Donc, à ce niveau. Donc ici, dans le cas de cet exercice, en fait, nous sommes dans le cas en fait, d'une torsion. Donc, on le précise ici que les deux arts en fait sont en torsion. Donc, pour l'énergie potentielle du système, nous allons utiliser en fait cette formule. Et maintenant, les cas qui sont donnés ici en fait, c'est les kT. Par exemple, K1, K2 et K3 sont les kT en fait. Alors ici, nous n'avons pas en fait leur valeur numérique, sinon vous allez voir en fait la différence au niveau des unités. Alors, pour l'énergie potentielle du système. Alors, commençons en fait par le K1. Donc, on aura normalement 1/2 K1 multiplié par quoi? θ1 au carré. Mais ici, puisque ici en fait, vous avez une rotation, par exemple, le disque 1 est en rotation à une vitesse phi1, donc il faut tenir compte de ça. Également, le disque 2 et 3 en fait sont en rotation avec la vitesse ici, on peut noter phi2, vitesse de rotation en fait du disque. Donc à ce moment, pour l'énergie potentielle en fait, vous allez tenir compte de ça. Alors, au niveau du disque 1, au lieu de faire 1/2 K1 fois θ1, vous allez faire 1/2 K1 θ1 moins phi1 au carré. Ou bien vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire phi1 moins θ1 au carré. Alors, pourquoi on fait ceci? C'est comme par exemple, vous avez le cas, par exemple, un ressort. Vous avez un ressort ici. Vous avez ici, par exemple, l'extrémité ici, il est en mouvement, par exemple, un déplacement de x2. Et là, par exemple, vous avez x1. Alors, quelle est la déformation en fait que va subir en fait le ressort? C'est x2 moins x1. Alors, pour faire l'énergie potentielle en fait de ce ressort, on va écrire juste 1/2 multiplié par k fois x2 moins x1 au carré ou x1 moins x2 au carré. Donc, voici ce qu'on va écrire. Donc, pareillement ici, similairement à ce qu'on fait ici, on va faire la même chose ici. Maintenant, le phi en fait va représenter en fait la vitesse de rotation en fait, la rotation du disque numéro 1. Donc, ça, c'est la première composante de l'énergie potentielle de système. Alors, l'énergie potentielle, EP, c'est 1/2
fois K1, θ1 moins phi1 au carré. Maintenant, ce n'est pas terminé. Il faut continuer avec la suite. On aura 1 demi pour le deuxième. Alors, je reviens ici. Pour le second également, nous avons quoi? Nous avons θ2 et phi2. Donc, on fait pareil, c'est 1 demi fois K2. Facteur, vous pouvez faire θ2 moins phi2 ou phi2 moins θ2. Le tout au carré. Donc, voici l'énergie potentielle à ce niveau. Alors, plus 1 demi K2 θ2 moins quoi? Moins phi2 au carré. Plus, il nous reste maintenant le dernier terme. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on a? Vous avez en fait le disque 3, en fait, il est lié en fait au quoi? Au disque numéro 2. Donc, pour cela, l'angle de rotation en fait du disque numéro 2, c'est θ2. Celui en fait du disque numéro 3, c'est θ3. Maintenant, pour cela, l'énergie potentielle pour ce terme, pour ça, ça va être 1 demi K3. Ici, on va faire θ2 moins θ3 au carré. Donc, pour le disque numéro 2, nous avons fait quoi? Nous avons fait 1 demi θ2 moins phi2, parce qu'en fait, c'est lui en fait, qui est lié directement en fait, à l'engrainement. Donc, on va faire phi2. Également, pour le K1, on va faire 1 demi θ1 moins phi1, parce que c'est elle aussi qui est liée directement en fait, à l'engrainement. Donc là, on va utiliser les phi. Donc, θ1 moins phi1, là, θ2 moins phi2. Mais pour cela, pour le disque numéro 3, puisque le disque numéro 3, en fait, il est lié au disque numéro 2, l'angle de rotation, en fait, du disque numéro 2, c'est θ2. Celle du disque numéro 3, c'est θ3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 1 demi K3 multiplié, en fait, par θ2 moins θ3 au carré, ou θ3 moins θ2 au carré. Donc, voici ce qu'on va faire ici. Pour le dernier terme, ça va être 1 demi. Alors, K3, θ3 moins θ2 au carré. Vous pouvez inverser également les choses. Donc, vous allez trouver à la fin le même résultat. Donc, voici l'énergie potentielle de notre système. Pour l'énergie cinétique, nous l'avons déjà écrit à ce niveau. À ce niveau, ça c'est un carré. Alors, nous avons répondu à la première question, c'est-à-dire trouver les énergies cinétiques potentielles du système. La deuxième question, on dit, à travers l'équation de Lagrange, déterminer en fait les équations du mouvement du système sous forme matricielle. Donc, nous allons trouver en fait les équations du système sous forme matricielle. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste appliquer en fait la formule de Lagrange qui dit que quoi? La dérivée en fait par rapport au temps. Alors, de la dérivée de L par rapport à quoi? Ici, nous avons les θ ici en fait. Donc, θ i point moins la dérivée en fait de L par rapport à θ i est égal en fait à quoi? Ici, nous avons ici une force. Nous avons en fait un moment en fait T3 qui est appliqué. Donc, c'est égal au moment. Je vais mettre ici moment. Voilà, c'est bien. Et là, nous avons combien? Nous avons θ1, θ2, θ3. Donc, nous avons 3 degrés de liberté ici. Et pour le L, donc le L, en fait, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie, en fait, potentielle du système. Alors, premièrement, en fait, on va dériver, en fait, par rapport à θ1. Alors, par rapport à θ1. Donc, pour cela, on va revenir ici. Voici l'énergie cinétique. Bon, je peux l'écrire à ce niveau. L'énergie cinétique. On avait obtenu 1 demi I θ1 point carré plus 1 demi I2 θ2 point carré plus 1 demi I3 θ3 point au carré. Alors, la dérivée par rapport à θ1, on va obtenir en fait I1 fois θ1 2 points plus K1 facteur de θ1 moins phi1 qui est égal en fait à 0
Alors là, vous pouvez faire en fait le dérivé. Ensuite, on va faire par rapport à θ2. Ça, c'est par rapport à θ2 maintenant. Par rapport à θ2, on va obtenir I2, θ2 point. Ensuite, plus K2, θ2 moins. θ2 moins phi2 plus K3 facteur de θ2 moins θ3 qui est égal à 0. Alors, vous avez ici, vous avez tout en fait. Vous avez l'énergie cinétique, vous avez l'énergie potentielle, vous avez la formule. Je pense que vous pouvez en fait faire les dérivés en fait pour obtenir les équations ici. Donc, je ne vais pas m'attarder à ce niveau. Mais si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à les poser. Donc, je vais essayer de revenir pour plus de détails. Alors, on continue avec la dérivée en fait par rapport à θ3. Donc, on va obtenir I3, θ3 2 points, plus K3, facteur de θ3 moins θ2. Ici maintenant, il est égal à quoi? On ne va pas mettre égal à 0 parce que quoi? Ici, vous avez en fait, c'est pas ce niveau. Vous avez ici en fait un moment qui est appliqué ici au disque numéro 3. Donc la dérivée en fait par rapport à θ3, donc ça ne sera plus 0, ça va être égal à T3. Donc ici, on va mettre ici T3. Donc ici c'est I3. Maintenant, vous remarquez en fait que nous avons toujours phi1 et phi2 dans l'expression. Alors que, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer en fait d'exprimer en fait l'une en fonction de l'autre. Nous savons que phi2 est égal à d2 sur d1. Et puis en fait par la vitesse phi1. Alors ici, vous avez en fait le rapport d'engrainement qui est égal à n au niveau des arbres. Alors cela signifie en fait qu'on a quoi? Phi2 est égal à quoi? N en fait. N phi1. Donc là, on va revenir ici dans cette expression pour remplacer en fait le phi2 en fait, le phi2 par n phi1. Donc pour que toute l'expression soit en fonction de phi1, on peut remplacer par n phi1. Alors ainsi, on pourra faire quoi? On va essayer en fait de trouver l'expression en fait de phi1 maintenant en fonction de θ1 et θ2 parce que dans l'expression générale, on ne devrait pas avoir le phi1 en fait. Donc pour trouver l'expression de phi1 en fonction de θ1 et θ2, venez le remplacer dans son expression. Qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir ici en fait avec l'énergie cinétique. Nous avons l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Cela applique en fait Lagrange en fait par rapport à phi, c'est-à-dire la dérivée par rapport à phi. Ici, au lieu de mettre θ, on va mettre phi1 et là également phi1 point ici et là phi1. Alors au niveau de l'énergie cinétique en fait ici, il n'y a pas de phi1. Alors donc pour cette terme, ça va être 0. Mais par contre, au niveau de l'énergie potentielle, vous avez en fait phi1 ici. Pour le phi2 également, on va remplacer phi2 par n fois phi1. Alors, si on dérive tout ça par rapport à phi1, on va obtenir ici combien? Donc ici, vous allez appliquer en fait Lagrange, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de quoi? De la dérivée de L par rapport à phi1 point moins la dérivée de L par rapport à phi1 qui est égal à 0 à ce niveau. Donc vous allez faire en fait cette dérivée, sachant que L c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Vous avez les expressions des deux énergies à ce niveau. Donc en faisant en fait cette dérivée, vous allez obtenir K1 facteur de phi1 moins θ1 plus n K2 facteur de n phi1
moins θ2 qui est égal en fait à 0. Ici, on va essayer de tirer phi1. Donc, on va multiplier, on a k phi1 moins k1 θ1 plus n carré k2 phi2 moins n k2 θ2 est égal à 0. Et là, on va tirer quoi? On va tirer en fait phi1 qui est égal à k1 θ1 plus. Donc, on va amener également ce terme à ce niveau. C'est n k2 θ2 divisé par quoi? Par k1 plus phi1, c'est ici, plus n carré k2. Donc, ça, c'est k2, ça, c'est phi1. Donc, vous avez ici maintenant l'expression de phi1. Donc, on peut en fait mettre sous la forme phi1 est égal à alpha θ1 plus bêta θ2. Donc, avec alpha est égal à quoi? Va être égal à k1 sur k1 plus n carré k2. Et bêta va être égal à n k2 sur k1 plus n carré fois k2. Donc là, vous avez alpha et bêta. Et qu'est-ce qu'on va faire? L'expression de phi, on va venir en fait le remplacer à ce niveau. Donc, on ne fait pas en fait que dans les expressions, on est en fait phi1 ou phi2. Donc, on va remplacer phi1 en fait par l'expression que nous venons de trouver, c'est-à-dire alpha θ1 plus bêta θ2. Donc, ainsi, on va avoir l'équation finale. Donc, I1 θ1 2 points plus K1 θ1 moins alpha θ1 moins bêta θ2 qui est égal à 0. Parce qu'au niveau de la première équation, par exemple, la première équation, vous avez θ1 moins phi1. Donc, on va remplacer phi1 par alpha θ1 et bêta θ2. Donc, c'est ça qui va donner ceci. Donc, pour la deuxième équation, nous avons également phi2 qu'on a remplacé par n phi1 et phi1 qu'on va remplacer en fait par cette expression. Donc, cela veut dire que l'équation 2 va donner ceci, plus K2, facteur de θ2, moins n alpha θ1, ensuite moins n bêta θ2, plus K3, facteur de θ2 moins θ3, qui est égal à 0. Et pour la dernière équation, alors là, est-ce qu'on a phi? Ici, nous n'avons pas phi, donc elle ne va pas changer. Elle reste intacte, que nous allons juste recopier à ce niveau. Plus K3, facteur de θ3, moins θ2, qui est égal à quoi? À T3, qui était cosinus oméga T. Donc, voici les équations que nous venons de faire. Mais il est demandé, en fait, ces équations en quoi? Sous forme matricielle. Donc, nous allons en fait les mettre sous forme matricielle. On va obtenir la matrice des inerties. On va obtenir I1, 0, 0, 0, I2, 0, 0, 0, I3, multiplié en fait par θ1 des points, θ2, θ3, plus, après ça, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, les K, les matrices K. Là, lorsque vous faites, vous allez obtenir K1 moins, ici quoi? On a θ1 ici, θ1, donc ça fait K1 moins K1 en fait fois alpha, moins K1 alpha. Pour θ2, j'ai moins K1 fois bêta, moins K1 fois bêta, moins K1 fois bêta. Et là, nous n'avons pas de θ3, donc on met 0 ici.
Alors, pour la deuxième équation, j'ai ici quoi? Est-ce que j'ai θ1? J'ai θ1 à ce niveau. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? C'est K2 fois moins N alpha. Donc, j'ai moins N alpha fois K2. Ensuite, j'ai θ2 à ce niveau. J'ai θ2 ici également. Donc, ici, j'ai d'abord K3. Alors, j'ai K3 plus, j'ai K2 moins N bêta. Donc, fait plus K2 facteur de 1 moins N fois bêta. Et pour θ3, j'ai moins K3. J'ai moins K3. Et pour la dernière, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai pas θ1, je mets 0. Ici, j'ai moins θ2, donc j'ai moins ici, moins K3. Et là, j'ai K3. Donc, voici la matrice d'Hereder qu'on va multiplier en fait par, donc c'est la suite, par x, par θ1, je m'excuse, par θ1, θ2, θ3, qui est égal à quoi maintenant? À 0, 0, 0. 0, 0. Et pour le dernier terme, c'est pas 0, c'est T3, parce que vous avez un moment en fait, un moment qui est appliqué à T3. Alors, je vous disais en fait que les matrices que vous allez avoir, les matrices ici, la matrice M, la matrice K, doit être toujours symétrique. Donc, lorsque vous finissez, essayez de vérifier en fait s'il est symétrique ou pas. Donc, s'il n'est pas symétrique, il faut vous mettre en tête que vous avez fait une erreur. Et là, nous allons essayer de vérifier. Bon, là, il est déjà symétrique. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour être symétrique? Il faut qu'en fait, ce terme soit être égal à ce terme. Donc, ici, nous avons moins K3, c'est bien. Donc, il faut que ici, K1, c'est-à-dire moins K1 fois bêta, doit être égal à moins N alpha fois K2. Donc, si ceci n'est pas vérifié, c'est que nous avons fait une erreur. Alors là, les moins déjà peuvent partir. Pour le bêta, nous avons vu que bêta est égal à quoi? Voici l'expression de bêta que nous avons notée ici et l'expression de alpha. Donc, nous allons revenir ici. Alors, K1 fois bêta, on aura K1 fois combien? Bêta, c'est N K2 sur, donc on peut pas N, K2 sur K1 plus 4 K2. Donc ça, c'est ce premier terme. Et pour le deuxième terme, on va voir, c'est N alpha. Bon, N fois K2 multiplié par alpha. Alpha, c'est quoi? Voici la valeur de alpha que nous avons mise ici d'abord. C'est K1 sur la somme. Donc, je mets K1 ici sur K1 plus 4 K2. Donc, on va comparer en fait, est-ce qu'ils sont identiques? Donc, j'ai N K1 K2, N K1 K2, eux sur le même dénominateur. Donc, ils sont identiques. Donc, on peut dire que ce terme est égal à ce terme. Donc, Hada est égal à Hada. Donc, ils sont symétriques. Alors, quelle est la question suivante de notre exercice? Donc, on dit déterminer les équations, c'est déjà fait. Pour la suite, on va supposer que n égale à 2. D'accord? On dit de calculer en fait les pulsations propres du système. Alors, pour les pulsations propres du système, c'est-à-dire les oméga. Donc là, vous avez une matrice. Là, vous avez ça, la matrice M, la matrice K est égale à ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Juste les trucs. Vous allez appliquer, par exemple, le déterminant. C'est moins M, oméga carré, plus la matrice K, qui est égale en fait à 0. Vous allez faire le déterminant de ça. Le déterminant de la matrice D, qui est égal à ça, est égal à 0 en fait. À travers ça, vous allez obtenir les pulsations propres du système. Alors ici, le M en fait, c'est la matrice d'inertie ici. Et voici le K. Alors en faisant moins, on va multiplier ça par moins oméga carré plus cette matrice, plus la matrice K.
Et là, qu'est-ce qu'on va obtenir? Nous allons obtenir ceci. Nous allons obtenir cette matrice. Comme ça. Ça sera K1 moins K1 alpha. L'autre moins, voilà, moins I1 fois oméga carré. L'autre terme, c'est moins bêta fois K1, 0. Là, c'est moins, le n égale à 2. On va mettre 2 alpha, K2. Pour le terme au milieu, ce sera K3 plus K2 facteur de 1 moins n, donc n égale à 2, bêta, moins I2 fois oméga carré, moins K3. Et là, c'est 0 moins K3. Et là, c'est K3 moins I3 oméga carré. Donc, vous avez ça, vous allez faire le déterminant égal à 0 pour trouver en fait oméga 1, oméga 2, oméga 3. Ici, en fait, nous n'avons pas des chiffres. Si nous avons par exemple les valeurs numériques, peut-être on aura, ce sera beaucoup plus facile. Mais avec tout ça, ça va être un peu plus complexe. Bon, je vais vous montrer juste la démarche. Alors là, le déterminant, vous pouvez par exemple essayer de le faire par exemple par rapport à cette colonne. Bon, vous pouvez suivre la méthode que vous souhaitez. Par exemple, si je procède par rapport à cette colonne, on aura K1 moins K1 fois alpha, que je vais en fait multiplier par le déterminant de cette matrice qui reste. Donc, je vais supprimer cette ligne, cette colonne, et la matrice restante, c'est K3 plus K2, facteur de 1 moins 2 bêta, moins I de oméga carré. Et là, c'est moins K3, et là, c'est K3 moins I3 oméga carré. Ainsi, vous allez passer maintenant à ce terme. Donc, ça fait plus 2 alpha K2. Et vous allez multiplier par quoi? Vous allez barrer en fait cette ligne. Vous allez barrer cette ligne, cette colonne. Et vous allez prendre quoi? Vous allez prendre ce terme, ce terme, ce terme et ce terme. Ah non, c'est pas ce terme. Ce terme, en fait, il fait partie de ça. Donc, c'est ça que vous allez prendre. Donc, c'est moins bêta K1. Alors, 0, moins K3. Et là, K3 moins combien? Moins I3 oméga carré. Donc, à travers ça, en fait, le déterminant que vous allez trouver ici, vous allez poser égal à 0. Vous allez trouver en fait les pulsations de votre système oméga 1, oméga 2 et oméga 3 du système. Bon, là, je ne vais pas continuer si nous allons perdre assez de temps ici. Donc, vous avez la démarche. Donc, certainement, lors de l'examen, bon, si on aura calculé ce genre de termes, je pense qu'on aura des expressions qui seront plus faciles avec des valeurs pour les K et les M, bon, pour nous faciliter en fait les calculs. Sinon, comme cela, on va perdre du temps pour rien. Alors, ainsi, on passe à la question suivante. La question suivante, en fait, c'est de trouver quoi? Les vecteurs de forme correspondante, c'est-à-dire les vecteurs propres, vérifier en fait leur orthogonalité. Alors là, en fait, il s'agit de trouver en fait les phi1, phi2 et phi3. Alors, je rappelle, pour trouver par exemple les phi1, phi2 et phi3, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire juste moins m oméga carré plus la matrice K fois phi, en fait, c'est égal à 0. Et en fait, on va trouver les coordonnées en fait de phi. Alors ici, cette matrice, nous l'avons déjà calculée, c'est ça qui est là. À ce niveau, donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir quelque chose de ce genre. K1, je reprends ici, moins K1 alpha, moins I1 oméga carré. Là, vous avez moins
bêta K1, là vous avez 0. Ici vous avez 2 alpha K2, vous avez K3 plus K2 facteur de 1 moins 2 bêta moins I de oméga carré, vous avez moins K3, là c'est 0 moins K3, et là c'est K3 moins I3 oméga carré. Donc voici cette matrice. Vous allez en fait multiplier par quoi? Par exemple pour le phi1, je prends x1, x2, x3, qui est égal en fait à 0, 0, 0. Donc égal à 0, 0, 0. Alors je rappelle ici en fait que l'objectif c'est de trouver en fait x1, x2 et x3. Alors ici pour phi1, si on veut trouver en fait phi1 qui a pour coordonnées x1, x2 et x3, alors on va remplacer en fait oméga par oméga 1. Donc ici à ce niveau en fait, cela suppose qu'on a les oméga 1, oméga 2 et oméga 3. Pour trouver phi1, on va remplacer oméga par oméga 1. Pour trouver phi2, oméga par oméga 2. Et phi3, on va remplacer oméga par oméga 3. Donc, on va remplacer oméga où? C'est à ce niveau qu'on va remplacer. Par exemple, pour phi1, on va travailler avec oméga 1, oméga 1, oméga 1. Et les x1, x2, x2, x3 qu'on va trouver, on va en fait les remplacer ici pour avoir en fait le mode phi1. Pour le mode phi2, donc on a x1, x2, x3 également. Et là, on va travailler avec oméga est égal à oméga 2. C'est-à-dire ici, on va remplacer oméga 2, oméga 2, oméga 2 pour trouver les x1, x2, x3 et venir les remplacer ici. Pareil maintenant pour phi3, on va faire pareil. Donc, supposons qu'on a ceci. On va travailler avec oméga est égal à oméga 3. Donc, oméga 1, oméga 2, oméga 3 sont normalement connus à partir de ici. Donc, à partir de cette étape, nous avons calculé les oméga. Et là, nous avons en fait nos trucs, nos 3 modes propres. Alors, pour vérifier l'orthogonalité, on peut écrire en fait quoi? On peut écrire un vecteur phi global qui est égal en fait, va être phi1, phi2 et phi3, phi2 et phi3. C'est-à-dire, on aura phi comme ça. Pour l'autre, bon, pour le premier, pour ne pas mélanger, je vais noter par exemple ça en noir, x1, x2, x3. Donc, on aura phi1, x1, x2 et x3. Pour le phi2, je peux noter ça par exemple ici. C'est hada x2, x3. Pour phi2, vous allez mettre ici x1, x2 et x3. Et pour le dernier, ici x1, x2 et x3. Donc, vous allez mettre également phi3 ici, x1, x2 et x3. Alors, comment vérifier l'orthogonalité? Nous avons déjà vu. Il faut montrer en fait que phi transposé fois m fois phi va nous donner en fait une matrice dont on a des 0, 0, 0. Là où en fait c'est 10, sauf la diagonale. Par exemple ici, A, B, C. Donc de là, on va avoir 0, 0, 0, 0, 0 et 0. Donc on aura des 0 là où I est différent de J. Si I est différent de J, on doit avoir un 0. Donc si I est égal à J, on peut avoir un 0 ou pas. Mais là, ce n'est pas important. Maintenant, dans le cas où le I est différent de J, on doit avoir des 0, 0. Donc si ce n'est pas vérifié, c'est qu'il y a un souci. Donc, pareillement pour le vecteur K, la matrice K, matrice des raideurs. Donc, on peut vérifier également la même chose, l'orthogonalité des modes. Donc, on doit trouver également une matrice. Donc, par exemple, E, F, G. Et là, on doit avoir en fait des 0. C'est-à-dire on aura des 0 lorsque I est différent de J. Donc, voici comment on peut vérifier l'orthogonalité des modes. Alors, ici, pour la dernière question du fait de déterminer la réponse dynamique du système.
Alors, en ce qui concerne les réponses dynamiques du système, alors vous allez faire quoi? Ici, nous avons ici 3 degrés de liberté. Donc, on doit avoir en fait trois solutions, x1, x2 et x3. Donc, x1 de t, en fait, qui va s'écrire sous la forme une constante ici, que je peux noter à 1. Bon, l'amplitude fois cosinus, en fait, oméga 1, oméga 1 t plus phi 1 plus a1 2 cosinus oméga 2 t plus phi 2 plus a1 3 cosinus oméga 3 t plus phi 3. Ici, en fait, nous avons 3 pulsations, donc il doit apparaître, en fait, les 3 pulsations doivent apparaître. Donc, pour les x2, c'est un peu pareil. Donc, ça va être a, une constante a de 1 cosinus oméga 1 t plus phi 1 plus a de 2 cos oméga 2 t plus phi 2 plus a de 3 cos oméga 3 2 plus phi 3. Quoi encore? Vous avez x3 de t est égal à a 3 1 cos oméga 1 t plus phi 1 plus a 3 2 cos oméga combien? Oméga 2 t plus phi 2 plus a 3 3 en fait cosinus de oméga 3 t en fait plus phi 3. Et là, vous allez en fait besoin des conditions initiales telles que par exemple x1 à t égale à 0, x1 point à t égale à 0, x2 à t égale à 0, x2 point à t égale à 0, x3 à t égale à 0 et x3 point à t égale à 0 pour pouvoir en fait déterminer les constantes du problème. Et aussi à l'aide des modes, vous pouvez en fait trouver des relations entre les différentes amplitudes. Alors, nous sommes à terme de cet exercice. Alors, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer de corriger un autre exercice. Alors, soit l'exercice 4 ou bien l'exercice... Alors, nous allons essayer de voir quel exercice nous allons corriger. Probablement l'exercice numéro 7. Voilà. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très prochainement en fait pour la correction en fait de cet exercice. Assalamu alaikum.